Alors, je tenais juste d'abord à remercier les personnes qui m'ont aidé lors de ma thèse. Mon directeur de thèse, Dr Bastien Laval, le Dr Josette Vallée, le Dr Béatrice Trombert, le Dr Radia Spiga et le Dr Xavier Gocco. Merci. Donc, c'était un travail sur l'opinion des médecins généralistes sur l'interprofessionnalité en soins premiers, une enquête auprès de 281 médecins généralistes libéraux des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Limousin. La loi Hôpital Patient Santé et Territoire de 2009 a introduit la notion d'interprofessionnalité. Alors, le départ d'interprofessionnalité, c'est une collaboration pour le transfert de compétences à d'autres professionnels de santé pour améliorer l'efficience des soins, l'accès aux soins et pour revaloriser les professions bénéficiaires. L'interprofessionnalité est une tendance mondiale. Alors, il y a plusieurs exemples, par exemple le rôle prescripteur du pharmacien dans les pays anglo-saxons ou le rôle de l'IPA, l'infirmière de pratique avancée, qui est en émergence dans plus de 70 pays. L'objectif était d'étudier l'avis, l'opinion des médecins généralistes sur le transfert de certaines de leurs activités aux pharmaciens, infirmières et sages-femmes et de mettre en évidence les facteurs influençant leur position. Alors pour cela, on a étudié différents points qui sont apparus depuis la loi de 2009. Donc concernant le pharmacien, les tests réalisables en pharmacie, tests de dépistage du diabète, tests diagnostic de l'angine streptococcique et tests diagnostic de la grippe. La réalisation du vaccin antigrippal en pharmacie. Donc en ce moment, il y a une expérimentation qui a lieu dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Limousin, mais aussi Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Hauts-de-France. Les entretiens pharmaceutiques d'éducation thérapeutique pour les maladies chroniques. Cela concerne les patients sous AVK et les patients asthmatiques. Il y a aussi une expérimentation dans les Pays de la Loire pour le diabète. Le pharmacien correspondant qui, à la demande désigné par le patient, peut, à la demande ou avec l'accord du médecin traitant, renouveler ou adapter les traitements d'une pathologie chronique via un protocole. Concernant l'infirmier, depuis 2016, il peut réaliser des prescriptions de substituts nicotiniques et s'il poursuit sa formation jusqu'au niveau master, il peut devenir un infirmier de pratique avancée. Alors en juillet dernier, les textes de loi sont enfin sortis pour définir un petit peu plus précisément ce que c'était qu'un infirmier de pratique avancée. Donc il peut suivre par exemple en soins primaires des patients qui ont une pathologie chronique stabilisée. Il aura des activités donc d'éducation, d'orientation, de prévention, de dépistage, de prescription d'examens complémentaires, de conclusion clinique et de prescription ou renouvellement de traitement de pathologies chroniques et éventuellement adapter le traitement. Le médecin, quant à lui, devra fournir le dossier médical à l'infirmier de pratique avancée et reverra le patient en période de décompensation. Concernant la sage-femme, depuis 2009, elle peut réaliser des consultations de suivi gynécologique et contraception, sous réserve d'adresser la patiente au médecin en cas de pathologie. Et depuis 2016, des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. C'était une enquête transversale par questionnaire anonyme numérique dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Limousin, auprès de 2416 médecins généralistes libéraux du 7 juin au 7 août 2017. Le questionnaire comportait 15 questions et a été recueilli grâce à des logiciels Google. L'analyse des données a été effectuée grâce au logiciel SAS V9.2. Certaines questions étaient sous forme d'une échelle de Likert de 1 à 10. 1, les médecins étaient totalement défavorables et 10, les médecins étaient totalement favorables. Les réponses aux échelles de Likert ont été corrélées au nombre d'années d'exercice grâce au test de personnes et au lieu et au type d'exercice grâce au test de student. Les réponses des tests réalisables en pharmacie ont été comparées au lieu d'exercice grâce au test Ki2 et au nombre d'années d'exercice grâce au test de student. Pour finir, une déclaration à la CNIL a été effectuée. Il y a eu 281 questionnaires exploités. Le nombre d'années d'exercice moyen était de 16 ans. Il y avait une assez bonne répartition entre milieu rural, semi-rural et urbain, un tiers à chaque fois. Et il y avait 2 tiers des médecins qui réalisaient régulièrement des consultations de contraception et de suivi gynécologique. Enfin, 5% des médecins généralistes pratiquaient des IVG médicamenteuses. Concernant les tests réalisables en pharmacie,
Les médecins étaient favorables à 33% à la réalisation du test diagnostic de l'angine streptococcique, favorables à 45% au test diagnostic de la grippe et favorables à 64% au test de dépistage du diabète. Les médecins étaient plutôt défavorables à la réalisation du vaccin antigrippal par le pharmacien, avec une moyenne de 4,7, et plutôt défavorables au rôle de pharmacien correspondant, avec une moyenne de 3,3. Ils étaient plutôt mitigés pour la réalisation d'entretiens pharmaceutiques d'éducation thérapeutique par le pharmacien, avec une moyenne de 5,4. Idem pour la prescription de substituts nicotiniques prescrits par les infirmières. Par contre, ils étaient plutôt favorables au rôle de l'IPA avec une moyenne de 6,1 et au suivi gynécologique et des consultations de contraception par les sages-femmes avec une moyenne de 6,6. Qui n'apparaît pas sur le diaporama, il y avait aussi les 14 médecins, donc seulement 14, qui pratiquaient des IVG médicamenteuses, qui étaient favorables à 7,2 pour qu'elles soient réalisées par les sages-femmes. Les médecins qui avaient moins d'années d'exercice étaient significativement plus favorables à l'interprofessionnalité. Il n'y avait pas d'incidence avec le lieu d'exercice, sauf pour les substituts nicotiniques, où les médecins urbains étaient significativement moins favorables. Si les médecins réalisaient régulièrement des consultations de gynécologie-contraception, ils étaient significativement moins favorables à ce qu'elles soient réalisées par les sages-femmes. Enfin, si les médecins étaient favorables à une question, globalement, ils étaient favorables aux autres. Il y avait aussi une question ouverte qui a permis de déterminer certains éléments limitants. Certains médecins généralistes considéraient que chaque professionnel de santé devait rester dans son domaine de compétences, notamment les pharmaciens, et que le suivi global du patient devait être réalisé par le médecin généraliste. Certains médecins craignaient que les consultations les plus simples soient effectuées par d'autres professionnels de la santé et qu'il ne leur reste que les consultations dites complexes, et cela sans augmentation de leur rémunération. Enfin, il y avait aussi noté un risque de perte d'information entre les différents professionnels de la santé. Concernant les éléments favorisants, il a été beaucoup cité le travail d'équipe avec un médecin généraliste coordinateur des soins, que l'interprofessionnalité pouvait permettre de lutter contre la désertification médicale et de libérer du temps aux médecins généralistes. Enfin, il fallait que les professionnels de santé soient formés. Concernant les forces et limites, alors c'était une étude originale en lien avec un mouvement mondial qui se développe au niveau mondial. Nous avons réalisé un sous-groupe pour les médecins qui réalisaient des IVG médicamenteuses pour éviter les biais de confusion éthiques et religieux. Alors, on a eu peu de réponses parce qu'il y a peu d'IVG médicamenteuses qui sont réalisées en milieu libéral, 16% en 2016, un quart par les médecins généralistes. Nous avons eu aussi un biais de représentativité dû à l'absence de relance, l'envoi par mail, la période estivale, et aussi un biais de sélection pour les médecins qui n'avaient pas transmis leur mail à l'ordre des médecins. Enfin, les médecins généralistes de l'étude avaient moins d'années d'exercice que la population générale et les médecins urbains étaient potentiellement sous-représentés. De nombreuses études montrent de bons résultats au niveau de l'interprofessionnalité, que ce soit pour la réalisation des IVG médicamenteuses par les sages-femmes, les entretiens pharmaceutiques, les infirmières de pratique avancée ou la vaccination. Alors, concernant la vaccination, l'expérimentation française, le bilan à 1 an ne montre pas d'amélioration de la couverture vaccinale, mais l'expansion se poursuit sur plus de régions et avec une population plus large. Enfin, l'interprofessionnalité pourrait améliorer l'accès au suivi gynécologique et à l'IVG. Il faut savoir que seulement 80% des femmes sont suivies du point de vue gynécologique. Concernant les réticences, alors il faut savoir par exemple, une consultation pour une vaccination ou une consultation de suivi peut permettre la réalisation d'actes de prévention. L'étude Ecogène avait montré qu'une consultation comportait en moyenne 2,6 motifs de consultation et que le médecin généraliste initiait un acte de soin dans 9% des cas et dans 50% des cas quand il s'agissait de prévention. Des études ont montré que le médecin généraliste était plutôt défavorable à déléguer des actes comme la prescription ou des gestes techniques aux pharmaciens et aux infirmiers. Et le facteur limitant qui est souvent revenu, c'était le manque de retour d'information. En conclusion, l'interprofessionnalité est nécessaire pour l'amélioration globale des soins. Il y a une inquiétude des médecins généralistes. Pour cela, il faut conforter la place de chaque acteur dans le système de soins. Et l'opinion des médecins généralistes pourrait évoluer, car comme on l'a vu, les médecins plus jeunes étaient plus favorables. Merci.